Bonjour à tous, bienvenue au Parlement européen. Angela Merkel est cernée. Avec le départ des Britanniques, son pays champion de la zone euro aurait dû affirmer ses valeurs et affermir sa position de premier de la classe européenne. Or, cette place dans l'Union européenne est aujourd'hui à l'épreuve des populistes qui s'expriment de l'extérieur ou encore de l'intérieur. L'imprévisible Monsieur Trump, par exemple, a décidé de prendre l'Allemagne pour cible, un pays trop compétitif à son goût. Voilà qui risque de diviser l'Europe et d'arranger les affaires d'un autre plus à l'Est, un certain Vladimir Poutine. À 6 mois d'élections législatives où elle brigue un 4e mandat, la chancelière allemande est donc mise en difficulté à sa droite par l'émergence d'un parti populiste xénophobe, l'AfD. Et puis elle l'est aussi à sa gauche par le social-démocrate, ancien président de cet hémicycle, le social-démocrate, donc Martin Schulz. Nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités, 2 Allemands en notre compagnie eurodéputés. Donc Michael Galler, bonjour. Vous êtes membre de la CDU, donc les chrétiens démocrates. Vous soutenez bien sûr la chancelière, cette partie de la chancelière, et vous êtes aujourd'hui face à Jo Leinen. Bonjour. Vous êtes eurodéputé pour le SPD, donc les sociaux-démocrates. Nous sommes en compagnie aussi pour parler de l'Allemagne, mais pas de l'intérieur, hein, mais aussi vu des autres pays, de Maria Gabriel, eurodéputée bulgare. On s'interroge bien sûr sur la possibilité de cohésion de cette Europe, avec en effet beaucoup de discours d'un certain Donald Trump concernant l'Allemagne, mais quelle mouche l'a piqué. Son conseiller diplomatique, par exemple, qui accuse Berlin d'exploiter d'autres pays comme l'Union européenne ou même les États-Unis, avec un euro sous-évalué. Pourquoi de telles attaques ciblées ? Voilà, apparemment, le gouvernement s'installe aux États-Unis, la nouvelle administration, et il y a, dans le style de Donald Trump, apparemment des remarques qu'on entend, mais je prends acte, en effet, de ce qui sera décidé formellement, des conversations qu'on écoute ne m'intéressent pas trop. Et les faits sont tels qu'il y a un grand marché entre l'Europe et les États-Unis. Il a déjà mis fin au TTIP, donc traité transatlantique, pour lui c'est terminé. Donc ça c'est des faits quand même. Oui, 700 milliards d'euros par an, c'est notre activité économique. C'est tellement important pour les uns les autres des deux côtés de l'Atlantique. Il va finir par s'en rendre compte. Il ne va pas le risquer. Il faut quand même voir que Trump veut diviser les Européens. Il veut affaiblir l'Europe, bien sûr, parce qu'on est compétitif. Bon, l'industrie allemande est compétitive, mais aussi l'industrie française et d'autres de l'Europe, plus compétitive que des firmes pareilles aux États-Unis. Et l'attaque sur l'Allemagne, c'est aussi une attaque sur l'Europe. Il ne faut pas se tromper. Il est obsédé par la guerre commerciale, vous dites, en quelque sorte. Oui, il a dit « America first », l'Amérique d'abord, et tout ce qui est plus compétitif que les États-Unis sont en guerre avec lui. Et il ne faut pas se tromper en Europe. L'attaque sur un pays, c'est l'attaque sur nous tous. Alors, est-ce qu'on ne se trompe pas d'ailleurs, Maria Gabriel? Parce qu'on soupçonne souvent les pays de l'Est d'être très atlantistes. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, les 27, on ne peut pas plus parler du Royaume-Uni, donc maintenant on parle des 27, ont fait front derrière Angela Merkel quand elle s'est sentie attaquée? Moi, j'aimerais dire tout d'abord qu'il s'agit aussi de la question de leadership qui est posée, parce que s'il y a une attaque sur l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, elle incarne en quelque sorte ce leadership européen. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Par là, on voit effectivement le jeu d'essayer, par les influences et par les différentes déclarations qui sont faites, de diviser l'Europe. Et c'est un véritable danger. D'autant plus important pour nous, pour les États qui ont rejoint l'Europe à des étapes ultérieure, c'est vraiment de jouer sur la solidarité européenne. Oui, sur les valeurs, parce qu'elle est attaquée aussi très précisément sur son accueil des réfugiés, Angela Merkel, qui pose problème aux pays de l'Est. Mais ce n'est pas seulement dans les pays de l'Est. Je souligne qu'en France, le débat est beaucoup plus instrumentalisé qu'en Bulgarie, par exemple. Donc, au contraire, moi, je pense que c'est tout simplement une sonnette d'alarme. Il faut se rendre compte que jusqu'ici, lorsque l'Allemagne prenait des positions, elle avait la responsabilité d'assumer le calendrier et le sens des
des initiatives. Jusqu'ici, l'Allemagne a alimenté des débats qui nourrissaient le compromis et l'avancement de l'Europe. Aujourd'hui, attention, les prises de position de l'Allemagne sont des sujets à des controverses et c'est là une nouvelle réalité à laquelle nous devons nous adapter. Alors, nouvelle réalité qu'on va souligner aussi avec vous, Michael Galler, parce qu'en finalement, c'est vrai que l'Allemagne s'est même plainte d'avoir une place trop prépondérante. Elle veut plus de répondants du côté des autres pays européens. Il n'empêche, quand on dénonce régulièrement, ça a été le cas de la France parfois, un déséquilibre commercial structurel de l'Allemagne qui finalement produit une hétérogénéité économique de toute la zone euro. Est-ce qu'on peut au moins à 27 en discuter sérieusement de ça et sans parti pris et tranquillement? Voilà, d'un côté, on ne renforce pas les plus faibles en affaiblissant le plus fort. Donc, ce n'est pas une approche. Mais à mon avis, je suis très en faveur d'avoir des initiatives majeures au niveau européen. Il faut la Commission européenne de prendre des initiatives importantes dans les différents domaines politiques. Et puis, l'Allemagne va suivre comme les autres avec son poids, avec sa relevance. Mais en tout cas, je ne veux pas une Europe où vraiment on regarde d'abord vers Berlin et peut-être un peu à Bruxelles. Vice-versa, c'est important. Est un peu d'accord, parce qu'il y a toujours la problématique des petits. Quand même, on a un problème, il faut le voir, que notre philosophie était exportation et que le commerce intérieur était un peu faible. Et on voit nos infrastructures, soit le chemin de fer ou aussi l'Internet et tout ça, et qui manquent des investissements. Et par l'austérité, c'est-à-dire par la formule d'avoir pas plus de dettes, on est très faible sur les investissements dans notre propre pays. Et ça doit changer autrement. On a des problèmes avec les autres. La réalité, c'est en effet qu'il y a l'argent est là, mais le cadre légal manque dans beaucoup de cas, car on est aussi très bureaucratique là-dessus. C'est pourquoi il y a beaucoup d'argent qui reste à la banque avant d'être dépensé, car il n'y a pas de droit. C'est ce que vous reprochez un peu les Européens, dépenser plus, ils vous le disent régulièrement. Moi, je veux quand même parler de cette autre perspective qui inquiète beaucoup les Européens et l'Allemagne, bien sûr, la crainte d'un piratage russe qui est prise très au sérieux outre-Rhin, très au sérieux. Les services secrets ont souligné l'importance de ce possible piratage en amont des élections en Allemagne et dans d'autres pays. Est-ce qu'elle est prise suffisamment au sérieux dans le reste de l'Union européenne? Vous-même, vous êtes dans un pays avec l'élection d'un président plutôt pro-russe. Évidemment, toutes ces questions se posent. Est-ce que les Européens se penchent sur Vladimir Poutine? Est-ce qu'il peut apporter ou non à l'Europe et à l'Allemagne? Moi, je pense qu'il y a une conscience de plus en plus nette, mais il faut travailler dessus davantage, justement en se basant sur des exemples, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous un peu surpris par les effets néfastes des fake news, des fake facts, mais il faudrait qu'au niveau européen, on ait une capacité de réponse qui soit plus solide, plus proactive. Les faits alternatifs. Poutine les a déjà inventés pour ce qui est de l'Ukraine, les faits alternatifs. Maintenant, c'est Trump qui les récupère. C'est un peu inquiétant aussi sur l'état des démocraties. Il ne faut pas sous-estimer la propagande russe et le financement de la Russie vers les anti-européens. Soit que c'est Mme Le Pen ou d'autres, ils reçoivent le soutien de Moscou, et tous pour affaiblir l'Europe, pour affaiblir notre démocratie. Alors on va parler justement de ces élections très importantes. L'Allemagne prépare, vous l'avez dit, des élections disputées en septembre prochain. La chancelière Merkel estime qu'elle peut remporter un 4e mandat et diriger à nouveau une coalition. Mais elle semble avoir un nouveau rival de taille. Dans votre camp, dans le camp social-démocrate, quelqu'un qui connaît très bien cet hémicycle. On regarde tout de suite pourquoi. Décembre 2016, Martin Schulz ne souhaite plus briguer un 3e mandat de président du Parlement européen. Très populaire, si le nouveau candidat des sociaux-démocrates allemands connaît Bruxelles comme sa poche, il n'a qu'une expérience limitée en politique nationale. Il a rejoint le SPD à l'âge de 19 ans, rapidement élu maire de Rhénanie du Nord-Westphalie, avant de rejoindre le Parlement européen en 1994, un hémicycle qu'il présidera de 2012 à 2017. Martin Schulz souhaite renforcer la coopération au sein de l'Union européenne et impulser une armée européenne. Il défend également une politique migratoire d'ouverture.
Sigmar Gabriel a cédé sa place à Martin Schulz à la tête du SPD, arguant que celui-ci avait de meilleures chances de concurrencer Angela Merkel. Cette nomination met la pression sur l'actuelle chancelière allemande qui brigue un 4e mandat. Son parti, la CDU, devance encore dans les sondages le SPD, sans oublier en 3e position, en embuscade, le parti xénophobe Alternative für Deutschland. Monsieur Leinen, je vous voyais regarder votre champion, votre nouveau champion, parce qu'on croyait jusqu'à présent la chancelière indéboulonnable et en route pour un 4e mandat. Et maintenant, vous pensez que la donne a changé? Depuis dimanche dernier, le résultat est ouvert, rien n'est fait. Je crois qu'on va voir une campagne électorale très dynamique et très intéressante. Et je trouve que Martin Schulz est parfait pour challenger d'Angela Merkel. On a un nouvel visage avec beaucoup de verve. Il parle, mais ce sont des anciens messages. Il n'y a rien de nouveau. Et les anciens messages ont mis les social-démocrates au début des vingtaines de pourcents. Et voilà, je me demande si ça suffit un nouvel visage. Mais elle est prise quand même en tenaille. Notons quand même que ça, c'est pour la partie gauche, mais plus important, et d'ailleurs très inquiétant pour elle, et elle s'en inquiète beaucoup, la montée de l'AfD, l'Alternative für Deutschland, xénophobe, un nouveau parti. Et ça, c'est difficile pour elle parce que ça met en cause aussi sa politique migratoire. C'est difficile pour nous tous. Ce n'est pas quelque chose de difficile seulement pour les chrétiens démocrates, mais pour d'autres aussi, car il reçoit des votes de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Mais on est dans l'ère du vote de protestation, c'est ça qui inquiète surtout Maria Gabriel. Est-ce que ces populistes pro-dislocation de l'Union européenne, pour la renationalisation finalement, et souvent xénophobes aussi, est-ce qu'ils vont venir à bout du projet européen aujourd'hui quand vous regardez la réaction des 27 ? Et justement, ça dépendra de tous ces leaders pro-européens et de leur détermination de défendre jusqu'au bout nos valeurs et notre projet. C'est pour cela, si je vois quelque chose qui pourrait être très positif lorsque nous avons Schulz et Merkel comme leaders du débat en Allemagne, c'est justement que nous avons 2 leaders pro-européens qui peuvent, par la force du débat qu'ils vont imposer, par les nuances qu'ils vont faire entrer dans le débat pour se différencier, ainsi apporter des réponses plus adéquates par rapport aux attentes des citoyens et en comparaison avec toute cette nationaliste et populiste. Il ne faut pas l'oublier. Les populistes et les nationalistes ont en ce moment une force. Ils montrent du doigt les problèmes. Mais ils n'apportent pas de solution. Ils n'apportent pas d'alternative. C'est là où les leaders pro-européens peuvent faire la différence. Alors, est-ce qu'ils apportent des alternatives? C'est ça la vraie question. Parce qu'au sommet de Malte ce vendredi, après il y a un sommet aussi début mars, très attendu. Le 25 mars, sommet des 60 ans du traité de Rome. Est-ce que ce sursaut européen dont on nous rabat les oreilles depuis le Brexit, très attendu pour le citoyen, eh bien, est-ce que l'Allemagne et d'autres réussissent vraiment à l'impulser? Bon, on a 2-3 sujets majeurs que les citoyens sont concernés. C'est d'abord la sécurité contre le terrorisme et criminalité, la sécurité autour de l'Union européenne, l'immigration qui doit être contrôlée et bien sûr la création des emplois avec des investissements. Et j'espère que le message de Malte va être tellement clair que nous tous ensemble peuvent beaucoup mieux vraiment faire des solutions que chaque pays a soi-même. Alors le nationalisme, la renationalisation, c'est vraiment pas un remède pour l'avenir. Et le Malte est vraiment important pour un message européen. Oui, alors, on parle de migration justement à Malte. Le problème, c'est que plusieurs pays, alors on a dit à l'Est, mais ailleurs aussi, reprochent maintenant à la chancelière Angela Merkel en particulier d'avoir ouvert la boîte de Pandore, en tout cas d'avoir décidé de cette politique d'accueil seule, parce qu'elle était très seule aussi, et d'être aujourd'hui obligée de passer les fameux pactes migratoires avec des pays de moins en moins démocratiques, comme la Turquie. On parlait du problème Erdogan. Oui, voilà. D'abord, les réfugiés étaient déjà là, au Balkan. Et s'il n'y avait pas cette ouverture, je ne voudrais pas imaginer qu'est-ce que s'est passé au Balkan et surtout en Grèce aussi. Elle ne voulait pas laisser la Grèce seule. Et c'est pourquoi je défends aussi ce pacte avec la Turquie. Il y a beaucoup à critiquer, en Turquie même, mais ce pacte tient et il a réduit
les chiffres de migration irrégulière. C'est pas contradictoire de dire qu'il y a beaucoup à critiquer en Turquie, mais on laisse quand même les Turcs gérer les réfugiés. Ce sont deux choses différentes. Et en tant qu'Union européenne, on soutient la Turquie aussi dans le domaine des réfugiés. Hein. Les 3 milliards qui sont prévus pour les 3 années, ça c'est important car il y a quand même cette situation de 3 millions de réfugiés en Turquie. Il faut les soutenir là-dessus sans arrêter la critique valable sur la situation interne. Un dernier mot. L'Allemagne et son leadership européen, contrarié, mais pas terminé? Donc, moi, je dirais plutôt que l'Allemagne est une puissance stabilisante pour l'Europe. Aujourd'hui, il faut que l'Europe soit au profit de l'influence allemande, mais l'influence allemande soit au profit de l'Europe. Et pour cela, toujours avoir des réponses coordonnées avec les autres avant d'entreprendre des actions. Et une fois les décisions prises, responsabilité partagée par tous les États membres, qu'elles soient appliquées. Alors l'Europe, c'est une raison d'être pour l'Allemagne et les élections ne vont pas changer de cette piste très claire. Malheureusement, l'Europe n'est pas une raison d'être pour d'autres pays membres de l'Union européenne. Ça, c'est le problème. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur l'Allemagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie. Nous allons rejoindre un ancien ministre des Affaires étrangères qui a beaucoup fait parler de lui, notamment en relation avec les États-Unis, puisqu'il s'agit de Dominique de Villepin. Tout de suite, juste après la pause, il est notre grand invité.